Seiji était un lycéen perdant et constipé qui sentait le congrès d'anime toute la journée, ce qui lui valait d'être harcelé. Même après avoir été transporté dans un autre monde, il restait le perdant pathétique, jusqu'à ce qu'il vole un fruit qui lui avait donné une capacité de monter en niveau incroyable, le rendant si puissant que son charme attirait toutes sortes de créatures. Un jour à l'école, Seiji était à nouveau harcelé par ses camarades de classe lorsqu'ils ont entendu une voix prétendant être Dieu. Dieu leur a dit de former des groupes et de s'assurer qu'ils restent ensemble car il allait les transporter dans un monde isekai en tant que héros. Il donne à chaque élève une compétence différente et la capacité de lire les statuts des autres. Quand le statut de Seiji a été vérifié par un camarade de classe, il avait les statistiques les plus basses, et sa race était même indiquée comme à peine humaine. Cela les a amenés à se moquer de lui et à révéler qu'il ne permettrait jamais un déchet inutile dans leur groupe. Tout le monde sauf Seiji a été transporté car ses camarades de classe ne voulaient pas être associés au gros, alors il a été laissé derrière. Cependant, Dieu a remarqué qu'il était toujours là et quand il a réalisé qu'il était le perdant non désiré, il a donné à Seiji une compétence spéciale supplémentaire et l'a transporté aussi. Seul et affamé, après avoir passé 5 jours dans une forêt, Seiji continuait à se faire des illusions et à se croire le personnage principal qui allait d'une manière ou d'une autre monter de niveau sans rien faire. Il avait tellement faim qu'il a essayé de manger un ver qu'il a vu ramper sur le sol, mais avant qu'il ne puisse le ramasser, quelque chose a sauté des buissons et lui a marché dessus. Alors qu'il était allongé par terre, il a vu un fruit et l'a immédiatement ramassé. Il l'a évalué et a découvert qu'il s'appelait fruit de l'évolution, mais il n'y avait pas d'informations supplémentaires à ce sujet. Seiji a rapidement mangé le fruit au goût horrible en pensant qu'il serait transformé en maître de la drague. Cependant, il a ensuite entendu une voix l'incitant à activer le fruit. Sursauté, il se demanda ce qu'était la voix et ce qu'elle signifiait. Mais comme rien ne se passait, il se leva et partit à la recherche de plus de nourriture. Il tomba sur un groupe de singes, et lorsqu'il vérifia leurs statistiques, il découvrit qu'ils étaient des singes de niveau 120, avec un QI supérieur au sien. Dégâts émotionnels, et cela l'a fait se sentir insulté que les singes soient au-dessus de lui. En les regardant et en se demandant ce qu'ils faisaient, les singes sont vite partis et il est immédiatement allé ramasser les fruits qu'ils avaient laissés. Il les a mis dans sa boîte à objets et a remarqué les bouteilles qui s'y trouvaient. En utilisant son talent d'évaluation, il a découvert qu'il s'agissait de potions de récupération de haute qualité. Il n'a donc pas perdu de temps pour les voler aussi. Dans une ville quelque part, les autres étudiants qui avaient été transportés discutaient. Un groupe s'est approché de Kanazuki, la seigneur de Seiji de l'école, et a demandé où se trouvait Seiji. Mais elle leur a dit qu'il avait été transporté vers un autre endroit et ils se demandaient s'il allait bien. Pendant ce temps, Seiji était sur le point de manger un champignon qu'il avait trouvé, mais il n'y avait pas d'informations dessus. Cependant, l'idiot l'a quand même mangé et était immédiatement tombé au sol de douleur. Et même s'il était sur le point de mourir, Seiji a décidé de mourir en mangeant. Il a mangé le reste du fruit de l'évolution qu'il avait et s'est immédiatement senti mieux. Il avait également acquis une résistance au poison et son rang a augmenté. Mais avant qu'il ne puisse célébrer sa promotion de rang, il a été attaqué par un singe malin. Il a réussi à le blesser et il a immédiatement bu l'une des potions de récupération qu'il avait volées. Seiji s'est levé et a essayé de défier le singe, mais comme il n'était aussi fort qu'un PNJ, il s'est encore une fois fait battre. Avant que le singe ne puisse le manger, il a pris une bouffée de son côlon qui sentait naturellement les ordures et est mort. Les restes du singe se sont transformés en objets et il a acquis de nouvelles compétences grâce à eux. Parmi les objets, il y avait un livre sur des singes intelligents et Seiji fut surpris de pouvoir lire le livre car il était écrit dans une langue qu'il n'avait jamais vue auparavant. C'est alors qu'il réalisa que la compétence spéciale qui lui avait été donnée était la raison pour laquelle il pouvait lire le livre. Juste à ce moment-là, la voix l'informa que l'évolution avait commencé. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait mais il souffrait énormément. Quand la douleur a diminué, il s'est levé et a réalisé qu'il était non seulement plus mince, mais que ses statistiques avaient énormément augmenté. Cependant, il a vite appris qu'il n'avait pas terminé son évolution et qu'il devrait encore subir la douleur au moins 9 fois de plus. Il était cependant énervé parce qu'il était toujours au niveau 1 bien qu'il ait vaincu un singe cleaver de niveau 120. Seiji a passé 5 mois dans la forêt et a depuis pu utiliser les connaissances qu'il avait obtenues du singe intelligent pour survivre. Il a vaincu un Acrowolf de niveau 311 et a acquis de nouvelles compétences ainsi qu'une dague légendaire de l'esprit de l'eau. Il a pris le livre contenant les connaissances de l'Acrowolf et a vu un endroit qui était caché sur la carte, ce qui lui a rappelé que c'était la même chose dans le livre du singe intelligent et a décidé de l'examiner plus tard. Il est immédiatement passé par une autre évolution, et quand ce fut terminé, il se demanda ce qui se passerait quand il passerait par l'évolution finale. Alors qu'il se demandait l'évolution finale, il s'est rendu compte qu'il était entouré par des singes intelligents. Avant qu'il ne puisse réagir, un gros gorille rouge, moche, avec une fleur rose sur la tête, est tombé du ciel, et a exigé que Seiichi le combatte même s'il était devenu plus fort. Il était toujours un grand lâche et a demandé avec peur s'il pouvait refuser, mais le gorille a refusé. Il l'a assuré que les singes n'interféreraient pas avec le combat, et Seiichi a craint pour sa vie parce qu'il était au niveau 700. Quand le gorille a donné un coup de poing, Seiichi l'a esquivé et a été choqué par sa force, tout en remarquant que le gorille le regardait avec des yeux très amoureux.
Il disait à quel point il aimait les hommes forts, et c'est alors que Seiichi a réalisé que c'était en fait une femelle, et il était dégoûté par le fait que son charme ne pouvait attirer que des gorilles. Il a utilisé une attaque en barre oblique, que le gorille a facilement esquivé, et il lui a lancé un coup de poing qu'il n'a pas pu esquiver, et a été envoyé voler à travers la forêt. Le gorille était tellement impressionné par le fait que son coup de poing éclair ne l'ait pas tué, et elle a dit qu'elle le voulait car Seiichi était exactement son style. Cependant, il a clairement indiqué qu'il n'était pas intéressé par un gorille, mais elle s'est quand même présentée comme Seria, en essayant d'être mignonne et timide. Il a demandé pourquoi un gorille laid portait le nom d'une jolie fille, et tout ce que Seria a entendu, c'est qu'elle était jolie. Toujours dégoûté, il utilisa la compétence griffe d'adamant qu'il avait obtenue de l'Acrowolf pour l'attaquer, mais elle sauta facilement hors de portée et s'envola. Elle utilisa une poussée d'air et descendit sur lui comme un missile nucléaire. Seiichi l'a esquivé et espérait que le gorille s'était éliminé en faisant cela, mais elle s'est relevée et a exprimé sa joie qu'il ait pu esquiver son attaque. Seiichi a ensuite utilisé la dague de l'esprit de l'eau pour amplifier sa magie de l'eau. Levant sa main au-dessus de sa tête, il a utilisé une compétence appelée Désastre Total qui libérerait beaucoup d'eau sur son adversaire. Cependant, comme il était aussi bête qu'une poignée de porte, il n'a pas dirigé l'eau vers Seria et a été frappé par sa propre attaque. Trempé, il a essayé de couvrir sa propre stupidité en agissant de manière cool et en disant à Seria qu'elle était bonne. Cependant, elle lui a immédiatement dit qu'elle n'avait rien à voir avec ce qui s'était passé et il était embarrassé qu'un gorille l'ait interpellé pour sa folie. Elle ne lui a pas laissé le temps de récupérer, car elle a utilisé frappe éclair pour le tabasser. La vie misérable de Seiichi a défilé devant ses yeux, et en dernier recours, il a libéré son odeur corporelle, qui était devenue une compétence appelée interprète de puanteur. Au lieu de la tuer comme il l'avait fait avec le singe intelligent, Seria déclara son amour pour lui et lui demanda de l'épouser. Chez Seria, Seiichi exigea qu'elle le laisse partir, mais Seria lui dit qu'il était son mari et qu'il devait rester avec elle. Seiichi fit remarquer qu'elle était un putain de gorille et qu'il était un humain, donc il était impossible qu'il soit marié. Au lieu de répondre, elle lui dit de manger et quand il prit une bouchée, il fut surpris par la délicieuse saveur. Seria a révélé qu'elle avait fait de nouveaux vêtements pour lui et Seiichi était à quelques secondes de perdre la tête car il ne comprenait pas pourquoi un gorille donnait du matériel de femme. Elle a ensuite demandé si cela faisait d'elle une bonne épouse et il a dit oui si elle avait épousé un gorille, mais elle a insisté pour qu'il se marie. Il lui a demandé comment elle pouvait parler et elle lui a dit qu'elle avait trouvé des livres dans une grotte et les avait lus. Elle lui a montré les livres et en les lisant, il a instantanément acquis les compétences. Pendant qu'il regardait Seria attraper des poissons, Seiichi planifiait son évasion, mais avant qu'il ne puisse aller loin, il se retrouva nez à nez avec une araignée géante et cria comme un enfant effrayé. Seria vint immédiatement à son secours et la frappa, l'envoyant voler à travers le ciel. Elle demanda à un Seiichi secoué s'il allait bien et il lui répondit que oui, mais il fut surpris de voir à quel point elle était préoccupée par lui. Ce qui lui fit réaliser qu'il avait été un imbécile superficiel en la jugeant sur son apparence. Pendant qu'il mangeait, Seria dit à Seiichi qu'elle et les singes intelligents sortiraient pour cueillir le fruit de l'évolution. Elle a demandé s'il savait ce que c'était et il a immédiatement dit non, même s'il avait volé ceux qu'elle avait précédemment rassemblés des singes malins. Elle lui a dit que manger 10 de ces fruits rendrait quelqu'un surpuissant. Cependant, en manger 11 vous tuerait. Elle a également mentionné qu'elle-même en avait déjà mangé 10, mais que quelqu'un avait volé ceux qu'elle avait rassemblés pour offrir à son futur mari. Seiichi a eu peur quand elle a dit qu'elle tuerait le voleur qui les avait volés, alors il a immédiatement supplié pour sa vie, admettant qu'il était celui qui les avait volés. Elle l'a pardonné, mais a dit que puisqu'il les avait mangés, ils allaient se marier. L'expression sur son visage a fait demander à Seria s'il la détestait, et il a dit non, ce qui l'a immédiatement fait se vêtir en robe de mariée et le supplier de se marier. Seria est bientôt parti à la chasse et Seiichi a profité de l'occasion pour s'échapper. Pendant ce temps, ailleurs, les camarades de classe de Seiichi s'entraînent. Kanazuki et ses amis se sont rappelés qu'ils avaient été chargés de vaincre le seigneur démon par le roi le jour de leur arrivée. De retour dans la forêt, Seiichi fuyait Seria qui avait découvert qu'il avait disparu. Il est tombé sur une grotte avec une aura intimidante, mais il y est entré en courant quand il a entendu la voix de Seria tout près. À l'intérieur de la grotte, il a ouvert une porte et est entré dans une pièce où il a vu un squelette aux yeux rouges brillants assis sur un trône. Le squelette était impressionné qu'il ait pu atteindre sa chambre et croyait qu'il devait être fort pour avoir réussi cela. Seiichi, en revanche, le voyait comme dangereux et décida de vérifier ses statistiques qui révélèrent qu'il était le seigneur des ténèbres Xenos et qu'il était au niveau 1. Il était soulagé car il pouvait facilement l'affronter, mais Xenos lui dit de regarder à nouveau, ce qu'il fit. Il s'est avéré qu'il l'avait trompé et qu'il était en fait au niveau 1500. Il a dit à Seiichi qu'il pensait que la première personne à entrer dans sa chambre serait une personne forte, mais qu'à la place, un perdant sans importance avec une énergie de PNJ était entré. Il a ensuite essayé de poignarder Seiichi, mais Seria s'est interposé et a été poignardé à la place.
Seiichi a appelé son nom, ce qui l'a rendue heureuse car c'était la première fois qu'il l'appelait depuis qu'ils s'étaient rencontrés. Il a essayé de lui donner des potions de guérison, mais elle a dit que cela ne servait à rien car elle était déjà morte. Elle a expliqué qu'elle pouvait encore lui parler grâce à sa compétence appelée Kaiser Majesty, ce qui la maintenait en vie pendant un certain temps. Seiichi a fondu en larmes en s'excusant pour la façon dont Pendant ce temps, Xenos, qui regardait de loin leurs adieux émouvants, trouvait tout cela ridicule. Seiichi lui a dit de fermer sa bouche pleine de toiles car il ne les comprenait pas, ce qui était la première fois dans sa vie pathétique qu'il osait tenir tête à quelqu'un. Il a attaqué Xenos qui a facilement bloqué ses attaques. Et pendant qu'il se battait, Seiichi lui a dit à quel point Serea avait été merveilleuse. Xenos a été surpris par son éclat et a demandé s'il avait vraiment des sentiments pour un gorille. Et Seiichi a déclaré qu'il aimait Serea. Seiichi a ensuite utilisé Impact Ocean et en utilisant vraiment son cerveau cette fois-ci, a dirigé son flux vers Xenos qui a utilisé une compétence appelée Trou Magique pour piéger l'eau. Il a dit à Seiichi d'abandonner, disant qu'un faible comme lui ne pourrait jamais le vaincre. Cependant, il a refusé, affirmant qu'il n'avait pas accepté les sentiments de Serea pour lui. Alors, poussé par la grande puissance de l'amour et utilisant sa compétence de mouvement instantané, il a attaqué un Xenos surpris et l'a poignardé. Xenos a accepté sa défaite et a remercié Seiichi de lui avoir montré le véritable amour. Mais avant de disparaître, Seiichi a vu une jeune femme apparaître et l'enlacer. Alors qu'il s'étreignait, il lui a dit qu'il allait la protéger cette fois-ci. Seiichi les a regardés disparaître, mais s'est vite souvenu de Serea et a couru vers elle. Elle aussi avait commencé à disparaître, mais il l'a embrassée juste avant qu'elle ne disparaisse. Une lumière vive a brillé et à l'endroit où Serea se trouvait auparavant, il y avait une belle fille aux cheveux roux et une fleur rose dans les cheveux. Seiichi a été tellement surpris quand elle s'est levée et a couru pour le serrer dans ses bras qu'il a eu un saignement de nez. Il a été tellement choqué quand il a réalisé qu'elle était Serea. Seiichi a lu Xenos Histoire et a appris qu'il avait été un noble il y a 1500 ans, mais avait été trahi par sa femme et l'empereur. La seule personne qui était restée à ses côtés était sa servante, Maria, qu'il aimait, mais elle est morte après s'être sacrifiée pour le sauver. Après sa mort, il est devenu un monstre vengeur et a passé ses jours seul dans la grotte. Ému par leur histoire, Seiichi a dit à Serea qu'il était content d'avoir pu réunir les deux à nouveau. Peu après, la dernière évolution de Seiichi a commencé et une fois terminé, il est devenu encore plus beau mais toujours laid comparé à Gojo Satoru. Il a dit à Serea qu'il voulait quitter la forêt et elle a répondu qu'elle irait n'importe où avec lui. Juste à ce moment-là, un petit mouton est apparu et s'est présenté comme Madame Mouton, l'administratrice du donjon. Il a affirmé qu'il était venu parce qu'ils étaient les premiers à nettoyer le donjon, et Seiichi a fait remarquer qu'il était un peu en retard. Alors il a admis qu'il avait été retenu parce qu'il appréciait les souffrances de Seiichi alors qu'il passait par son évolution finale. Il a ensuite continué à donner à Seiichi les récompenses pour avoir nettoyé le donjon, qui était un ensemble de cultures de fruits de l'évolution, et un ensemble de voyages de 10 jours. Il a également donné à Seria une robe, et à Seiichi un casque avant de les transporter hors de la forêt, ce qui leur a permis de commencer leur voyage. Seiichi et Seria décident de se rendre dans la ville la plus proche et de s'inscrire à la guilde des aventuriers pour obtenir leur carte d'identité, mais en chemin, ils rencontrent un slime de niveau 88. Cependant, Seiichi l'a facilement vaincu et a réalisé qu'il était devenu surpuissant. Parmi les objets tombés se trouvait une paire de bottes qu'il leur a données avec des cartes de compétences qui lui ont permis de monter de niveau. Seiichi n'était pas content de monter de niveau car il avait l'impression de devenir un monstre, et il n'aimait pas ça. Quand il a enlevé son casque, il s'est transformé en robe et Seria lui a remis la note qui était tombée. C'était une lettre de Beship, et dedans, il expliquait que le casque avait changé parce que Seiichi avait monté de niveau et que la robe dissimulerait sa véritable force aux autres. À la porte de la ville, Seiichi a menti qu'ils avaient perdu leur pièce d'identité. Alors le garde leur a demandé de toucher la gemme de vérité pour vérifier leur casier judiciaire avant de pouvoir les laisser entrer. Une fois qu'ils l'ont fait, il les a laissés passer et les a avertis d'être prudents à la guilde lorsqu'ils lui ont parlé de leur plan de s'y inscrire. Il s'est ensuite présenté sous le nom de Claude et leur a demandé de venir le voir s'ils avaient besoin d'aide. À la guilde, Seiichi pensait que Claude exagérait probablement lorsqu'il a ouvert la porte et a vu une femme blonde en train de faire une scène de 50 nuances de grès juste devant tout le monde. Il a immédiatement refermé la porte car il ne croyait pas ce qu'il venait de voir. Il l'a ouvert à nouveau et cette fois, elle versait de la cire de bougie sur un homme. En regardant autour de lui, il a vu plus de gens bizarres. Et il a vite réalisé que c'était un festival hentai et a dit à Seria qu'il devrait repartir. Cependant, avant qu'ils ne puissent repartir, ils ont été arrêtés par le maître de guilde qui était habillé seulement en speedo. Il s'est présenté comme Gustol Clout et Seiichi a pensé qu'il était un idiot qui ne s'intéressait qu'à ses muscles. Il a exhibé ses muscles devant eux et les a poussés stratégiquement dans le bâtiment. À l'intérieur, il a attiré l'attention de la femme blonde qui a immédiatement changé de tenue et s'est présenté comme Eris McLean, la réceptionniste. Elle lui a dit que leur guilde collectait des informations du monde entier et que s'il s'inscrivait avec eux, il y aurait accès.
Seiichi se souvenait de ses amis et Seria lui a dit que ce serait une bonne idée de rejoindre la guilde. Lorsqu'ils ont terminé leur inscription, 3 vikings recherchés avec des crêtes sont entrés et ont demandé à Seiichi de les suivre. Ils l'ont emmené à l'arrière du bâtiment et lorsqu'ils ont enlevé sa robe, ils ont été choqués car il était si beau. Seiichi a été pris au dépourvu lorsqu'il a vu que leur leader s'était déshabillé et a été encore plus choqué quand ils lui ont dit que c'était leur fête de bienvenue pour lui. L'homme ne voulait rien avoir à faire avec des gens louches, alors il a pris la fuite pour protéger sa virginité, mais ils sont partis à sa poursuite. Ils ont essayé de le convaincre qu'il adorerait l'expérience, mais il n'a pas écouté et s'est mis à courir plus vite. Impressionnés par sa vitesse, ils ont dit qu'il était l'homme qu'ils cherchaient, mais ils n'ont pas pu le rattraper, alors ils ont finalement arrêté de le poursuivre. Seiichi a réussi à retourner à la guilde et Gustl a dit qu'il était surpris qu'il soit revenu. Eris lui a dit qu'il était la première personne à revenir vivant. Eris a dit au couple qu'ils devaient passer quelques tests avant de rejoindre officiellement la guilde. Gustl a expliqué qu'ils avaient besoin de quelqu'un qui soit au moins un aventurier de rang B pour les superviser lors des tests, et les a présentés à Artoria, une aventurière de rang A très redoutable. Seiichi était seulement concentré sur ses énormes parcelles et n'a pas entendu un mot de ce qu'elle a dit, alors Seria a dû l'appeler à l'ordre. Artoria n'était pas contente de l'idée et quand elle s'est plainte, Gustl lui a dit que puisqu'il avait survécu aux Mohawks, il pouvait lui survivre. Elle a finalement accepté et s'est excusée pour son comportement impoli. En se dirigeant vers leur premier test, Artoria leur a dit qu'ils commenceraient par des petits boulots. La première consistait à aider dans un orphelinat et Seria s'est portée volontaire pour le faire. En route pour le deuxième travail, Artoria a aidé un enfant qui s'était blessé en jouant. Alors qu'elle soignait sa jambe blessée, la corde retenant des planches de bois s'est détachée, mais avant que Seiichi puisse les atteindre, elle leur est tombée dessus. Lorsqu'il s'est approché, il a vu qu'Artoria avait réussi à l'arrêter en utilisant une compétence de défense et s'est demandé si elle avait su que cela tomberait. La deuxième quête était de démolir un bâtiment. Et pendant qu'Artoria essayait d'expliquer comment ils allaient faire le travail, Seiichi est entré dans le bâtiment et, oubliant qu'il était extrêmement puissant, a poussé une seule brique faisant tomber toute la maison sur lui. Artoria a crié de surprise, pensant qu'il était blessé et a couru pour le chercher. Pendant qu'elle le cherchait, elle se reprochait ce qui s'était passé car tout le monde autour d'elle se blessait toujours et c'est pourquoi elle était appelée Artoria la Calamité. Alors qu'elle pleurait, Seiichi est sorti des décombres et dès qu'elle l'a vu, elle l'a traité d'idiot sans cervelle en le grondant pour son imprudence. Elle lui a dit qu'en tant qu'aventurier, il devait être capable de sentir le danger et de faire attention, disant que sa stupidité pourrait coûter la vie à son équipe. Seiichi s'est ensuite excusé et ils sont passés à la quête suivante. Alors que les camarades de classe de Seiichi s'entraînaient, leur instructeur, Zakia, les observait depuis un balcon avec un autre chevalier. Il a dit au chevalier qu'il était contre le fait de les envoyer combattre le seigneur démon, car la guerre n'avait rien à voir avec eux. Il a également admis qu'il était complètement contre la guerre avec les démons et a dit qu'il ferait tout pour les protéger. De retour au village, Artoria a informé Seiichi que la dernière tâche était de promener un chien. Seiichi a pensé que ce serait du gâteau jusqu'à ce qu'il voit que le chien était en réalité un loup. Le loup l'a pourchassé dans le jardin tandis que son propriétaire et Artoria regardaient. Le propriétaire a fait remarquer qu'Artoria semblait plus heureuse et a laissé entendre que c'était à cause de Seiichi, mais elle a immédiatement nié, même si son visage était rouge comme une tomate. Avec la quête terminée, ils sont retournés à la guilde et Gustl a sorti leur récompense de ses vêtements comme si c'était la chose la plus naturelle à faire. Eris a demandé s'ils avaient un endroit où rester et quand ils ont dit non, Artoria leur a dit qu'ils pouvaient rester à l'auberge où elle séjournait. Eris et Gustl ont été surpris car ce n'était pas dans ses habitudes de faire quelque chose comme ça. Artoria a été gênée et avant qu'elle ne retire l'offre, Seiichi et Saria ont accepté. Peu après, Seiichi, Saria et Artoria sont allés dans un champ pour faire un autre test. Artoria a expliqué que tout ce qu'ils avaient à faire était de rassembler 10 herbes médicinales et ils auraient terminé. Seiichi est parti immédiatement sans écouter tout ce qu'elle avait à dire et Artoria a simplement souri en regardant Saria partir à sa poursuite. Saria a remis les herbes qu'elle avait cueillies à Artoria qui l'a félicité, mais quand c'était au tour de Seiichi, il a remis des champignons de mana. Artoria a demandé où étaient les herbes et il a dit qu'il n'en avait pas vu, ce qui l'a amené à exprimer à quel point elle était choquée que quelqu'un puisse être aussi stupide et tête en l'air qu'il n'avait pas remarqué les herbes poussant à côté de ses pieds. Il les a cueillies et les a données à elle, mais elle a dit qu'elles n'étaient pas suffisantes et encore une fois, il s'est précipité dans la forêt à la recherche de ce qui était juste devant lui. Alors qu'il se demandait pourquoi il ne trouvait que des herbes rares, il a entendu des gens parler, mais comme il ne savait pas comment se mêler de ses affaires, il est allé voir qui ils étaient. Il ne pouvait pas entendre ce qu'ils disaient, alors il a décidé d'aller leur demander s'ils savaient où ils pouvaient trouver les herbes qu'ils cherchaient. Il s'est avéré qu'ils étaient des démons sous le commandement de Lia, la capitaine de la 3e division de l'armée du Seigneur Démon. Seiichi les considérait simplement comme des excentriques et a essayé de partir, mais ils l'ont arrêté parce qu'il ne voulait pas qu'ils gâchent leur plan, puisqu'il les avait vus et il supposait qu'il avait également entendu leur plan. Ils ont invoqué un troll très laid,
qui a utilisé sa massue géante. Terrifiés à en perdre leur latin, les démons lâches s'enfuirent si bien que Seiichi se retrouva sans autre choix que de retourner vers Artoria et Saria avec les herbes rares qu'il avait trouvées. Au final, Artoria finit par lui donner les herbes qu'elle avait puisqu'il avait l'air si désemparé. De retour dans le royaume des démons, Lia interrogea l'escouade de démons qui avait fui devant Seiichi. Ils ont admis qu'ils étaient allés dans le royaume des humains pour installer des pièges de téléportation afin de réduire l'armée humaine avant qu'elle n'ait la chance de se battre. Elle a demandé où les pièges les enverraient et ils lui ont dit que cela les mènerait à le donjon du dieu dragon noir. Lia a dit qu'elle se sentait mal pour les humains qui étaient tombés dans le piège, mais leur a dit qu'ils devaient être punis pour leur désobéissance. Ils se sont enfuis quand elle a mentionné qu'ils seraient fouettés 500 fois chacun. Pendant ce temps, dans le royaume des humains, en attendant Artoria pour commencer leur dernier test, Seiichi et Saria ont rencontré Claude, le chevalier qu'ils avaient rencontré à la porte de la ville lorsqu'ils sont arrivés pour la première fois. Il leur a demandé de continuer à être gentils avec Artoria, même après la fin de leur test. Et c'est à ce moment-là qu'Artoria les a rejoints, demandant s'ils se connaissaient. Claude lui a simplement dit qu'elle avait rencontré Le dernier test consistait à vaincre 10 limaces, donc Artoria a demandé à Saria quelles armes elle utiliserait, mais elle a dit que ses points suffiraient. Artoria n'était pas convaincue, mais elle a dit qu'elle regarderait et verrait ce qui se passerait. Le test a commencé, et juste au moment où Seiichi était sur le point de trancher une limace, elle a disparu. Artoria a inspecté la zone et a réalisé qu'il y avait des sorts de téléportation installés partout. Elle leur a dit que le test était en pause et alors qu'elle leur ordonnait de retourner en ville, elle a accidentellement marché dans un des pièges. Seiichi et Saria l'ont rapidement attrapé et tous les trois ont été téléportés au donjon. Le dragon a immédiatement ressenti leur présence. Ils ont été transportés dans le donjon et ont été immédiatement enragés. Comme ils n'avaient aucune idée d'où ils étaient ni comment revenir, Artoria suggéra de trouver une sortie. Elle a ensuite demandé pourquoi ils l'avaient suivi tout en les réprimandant pour avoir négligé d'utiliser leur cervelle. Seiichi lui a dit que son corps avait réagi avant qu'il ne puisse réfléchir et Saria a dit qu'elle avait juste voulu l'aider. Émue par leur détermination, Artoria les a pardonnés et a remis la pierre de guide à Seiichi. Elle a dit qu'elle mènerait quiconque la possédait à tout membre manquant de leur groupe et si la personne était en danger, elle brillerait en rouge. Dès qu'elle leur a dit de rester ensemble et de ne pas se séparer, Artoria a accidentellement marché sur un piège et l'a déclenché. Un mur de pierre s'est levé et l'a séparé d'eux, et quand elle a essayé de leur crier, c'était inutile car ils ne pouvaient pas l'entendre. Alors elle a essayé de trouver un autre moyen de les rejoindre. De l'autre côté du mur, Seiichi paniquait parce qu'ils étaient séparés et a essayé de défoncer le mur avec ses poings en pensant qu'il était Saitama. Saria lui a montré la pierre guide. Elle a dit qu'il pouvait l'utiliser pour suivre Artoria, mais malheureusement, aucun d'eux ne savait comment l'utiliser. Seiichi a demandé à la pierre de montrer le chemin et étonnamment, elle s'est déplacée et a volé vers le mur de pierre qui les avait séparés au départ. Saria a ensuite suggéré qu'ils prennent le chemin derrière eux et trouvent un autre chemin vers elle. Artoria se battait contre une momie qui l'a projetée contre le mur avec tant de force, la faisant cracher du sang, mais elle a réussi à se relever et à la trancher en deux. Avec la momie vaincue, elle avait l'air d'avoir traversé beaucoup d'épreuves et s'assit épuisée par terre en espérant que Seiichi et Saria allaient bien. Pendant ce temps, Seiichi et Saria continuaient à se perdre dans des cul-de-sac et juste avant qu'il ne perde son sang-froid et explose, Saria l'appela dans une pièce où elle avait trouvé un grand coffre au trésor. Seiichi fit la chose la plus intelligente qu'il ait jamais faite depuis qu'il était entré dans le donjon et s'en alla. Et quand Saria a demandé pourquoi, il a dit que ça avait l'air suspect. Pendant qu'il parlait, le coffre a exigé qu'il l'ouvre, et quand ils n'ont rien fait, il a poussé des membres et a essayé de les attaquer, ce qui a poussé Seiichi à utiliser son Aqua Binding Skill et à l'abattre. Le coffre a disparu et Seiichi a encore monté de niveau. Juste à ce moment-là, une boîte d'objets est apparue devant eux, et à l'intérieur, ils ont trouvé un livre sur le coffre au trésor. Grâce au livre, ils ont appris que l'invention de la boîte d'objets avait réduit l'importance du coffre au trésor. Le désir d'interagir à nouveau avec des humains a poussé le coffre au trésor à se doter de membres, et à pouvoir parler et utiliser la magie. Cela n'a fait que pousser les humains à le considérer comme un monstre, et ils l'ont chassé. Tellement désespéré et seul, le coffre au trésor ne pouvait que se promener dans des endroits dont il avait de bons souvenirs. Ils ont également trouvé un objet rare connu sous le nom de bague de malchance. Et après l'avoir évalué, Seiichi a découvert qu'elle multipliait la chance d'une personne par -2. Saria a ensuite attiré son attention, mais lorsqu'il l'a regardée, elle avait la main dans sa robe et fouillait autour de ses parcelles quand elle a sorti la pierre de guide qui brillait en rouge. Pendant ce temps, une Artoria épuisée utilisait sa hache comme une canne, en marchant sans le savoir, vers la pièce qui abritait le dragon. Elle poussa la porte et entra, et juste au moment où la porte se refermait derrière elle, elle ressentit une présence avant de voir un grand dragon qui lui demanda si elle était venue pour être mangée. Le dragon se replia ensuite sur lui-même et utilisa une sorte de magie du vent pour la repousser.
ne reculant jamais face au danger, et quand elle a enfin pu bouger de nouveau, elle a attaqué le dragon. Dans le monde des démons, Lia venait de finir de punir ses soldats et leur a dit d'arrêter de se comporter comme des bébés parce qu'elle ne leur avait rien fait de grave. Elle a affirmé que le dieu dragon noir était bien pire et il était connu comme le plus fort de l'armée du seigneur démon et que le croisé signifiait que vous aviez la pire des malchances. Seiichi et Saria regardaient la pierre lumineuse, et Seiichi se souvenait de l'avertissement d'Artoria concernant le changement de couleur de la pierre. Ils ont commencé à paniquer car ils savaient qu'Artoria était en danger, et la pierre a volé de la main de Saria et a frappé le mur. Par désespoir, Seiichi a frappé le mur, et cette fois-ci, il a réussi à le casser, même si cela lui a fait mal aux mains. Dans la chambre du dragon noir, Artoria se faisait battre, mais elle n'était pas prête à abandonner car elle voulait s'assurer que Seiichi et Saria s'en sortent sains et saufs. Elle a décidé d'utiliser toute sa force, alors elle a chargé une attaque Super Saiyan et a libéré son Calamity Berserker. Le dragon noir n'a même pas semblé impressionné par son petit spectacle de puissance, et quand elle a attaqué, il a simplement utilisé sa griffe pour la balayer comme une mouche gênante. Bien qu'il l'ait frappée, elle est revenue avec force. Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, il a tiré des pics de sa queue qui l'ont cloué au mur en lui disant de connaître sa place. Artoria, complètement consumée par sa calamité, ne resta pas à terre et tenta de l'attaquer à nouveau. Cette fois-ci, il l'a empalée avec les pics de sa queue et a admis qu'elle l'avait surpris. Il l'a jetée au sol, et alors qu'elle était allongée là, elle a murmuré des excuses à Seiichi et Saria parce qu'elle croyait leur avoir échoué en ne battant pas le dragon. Elle a accepté son sort et a fermé les yeux, et juste au moment où le dragon allait l'achever, elle a entendu son nom. En les ouvrant, elle vit Seiichi utilisant sa robe comme bouclier contre le feu du dragon tout en tenant une Saria souriante, qui dit qu'ils étaient venus la sauver. Artoria demanda à Seiichi et Saria comment ils l'avaient trouvée, et Saria expliqua que lorsque la pierre de Jid s'est mise à briller en rouge, il savait qu'elle était en danger, et Seiichi, qui croyait être Superman, réussit à briser les murs sur leur chemin, leur ouvrant facilement la voie pour l'atteindre. Elle a ensuite demandé au sujet du dragon, et Seiichi a pointé du doigt sa silhouette affalée en disant qu'il l'avait accidentellement frappé en entrant. Le dragon noir s'est réveillé, plus en colère qu'il ne l'était auparavant, car il était dérangé par des humains immondes. Il leur a dit qu'ils allaient mourir de ses mains, mais Seiichi a dit qu'il n'avait pas l'intention de perdre contre un vilain lézard géant. Il a attaqué Seiichi avec son souffle de feu, mais il l'a facilement esquivé en utilisant un mouvement instantané. Agacé d'être déjoué par du bétail, le dragon noir a utilisé des griffes conquérantes pour lancer une boule de feu à Seiichi, qu'il a réussi à bloquer avec ses épées, mais a été repoussé. Seiichi a utilisé l'évaluation avancée et a découvert que le dragon était de loin plus fort que lui puisqu'il était au niveau 5000. Il a réussi à éviter d'être touché par sa queue en utilisant le mouvement instantané, mais le dragon l'a immobilisé avec un sort et a utilisé sa queue pour le projeter contre un mur. Seiichi se demanda pourquoi ses compétences d'absorption et de liaison ne fonctionnaient pas lorsque le dragon noir a déclenché sa compétence ultime appelée Enfer Infernal. Seiichi était sûr qu'il serait réduit en cendres cette fois-ci, jusqu'à ce que Saria lui crie dessus et lui dise d'utiliser la compétence qu'il avait utilisée quand il s'était battu contre elle. Avec un espoir renouvelé, il utilisa la dague de l'esprit de l'eau pour activer le désastre de chute, trempant complètement lui et le dragon dans l'eau. À ce stade, le dragon était complètement en colère et a dit qu'il n'allait pas perdre contre un autre humain sans valeur. Alors il a lancé une boule de feu sur Seiichi qui a esquivé à nouveau, mais il a de nouveau été immobilisé par un sort. Alors que le dragon se préparait à porter son coup final, Seiichi força son corps à bouger et acquit une compétence de résistance à l'intimidation. Il passa ensuite à l'attaque du dragon, qui fut surpris qu'il ait pu se libérer. Mais avant qu'il ne puisse réagir, Seiichi l'avait déjà bien découpé. Il n'arrivait pas à croire qu'il avait perdu contre un autre être humain et se lamenta sur son rêve brisé avant de disparaître, laissant derrière lui une boîte d'objets. Tandis que Seiichi se demandait pourquoi le dragon noir détestait tant les humains, il gagna un niveau et une Saria excitée le plaqua au sol. Il lui demanda comment allait Artoria et elle répondit que les potions de guérison l'avaient endormie et qu'elle irait bien une fois réveillée. Soulagé qu'elle allait bien, Seiichi voulait rentrer à la maison, mais Saria a demandé s'il connaissait le chemin pour sortir du donjon, et il a dit qu'il pouvait vérifier la boîte d'objets pour trouver quelque chose qui les aiderait. Il a acquis plus de compétences en touchant les objets, et a réalisé que s'il mangeait le joyau du dieu dragon noir qu'il avait ramassé, cela augmenterait ses statistiques et sa puissance magique. Dans la boîte d'objets, il a également trouvé un long manteau du conquérant noir qui était meilleur que son ancienne robe qui avait été brûlée par le dragon noir. Le dernier objet dans la boîte était la biographie du dragon noir. Ils ont appris qu'il avait été autrefois un dieu protecteur pour les humains, mais que ces derniers étaient devenus avides et voulaient créer des armes puissantes à partir des matériaux du dragon noir. Ils ont donc planifié de le vaincre. Celui qui l'avait sauvé était le seigneur démon, mais il a été vaincu par les héros que les humains ont invoqués. Avec le seigneur démon mort, ils ont scellé le dragon noir dans son donjon et il a promis de se venger de l'humanité. Après avoir lu son histoire, Seiichi a pleuré. Plus tard,
Saria a fait remarquer que Mademoiselle Baship n'était pas venue même s'il avait terminé le donjon. Alors que Seiichi allait répondre, une bombe fumigène a explosé dans son visage, le laissant avec une afro. Une lettre est tombée par terre et Saria l'a ramassée, disant que c'était de Baship. Dans la lettre, il félicitait Seiichi d'avoir terminé le donjon tout en devenant lentement un monstre sans cœur. Il a également expliqué que même s'il a nettoyé le donjon, il n'a pas réussi à garder le dragon noir en vie pour qu'il puisse vivre paisiblement avec le seigneur démon. Finalement, il lui a dit de continuer le bon travail et de nettoyer plus de donjons, mais a aussi dit qu'il partait en vacances, donc Seiichi devrait en fait s'abstenir de le faire, ce qui l'a fait crier de frustration. Ils sont retournés sur le terrain avec une Artoria toujours inconsciente dans les bras de Seiichi, et alors qu'il se dirigeait vers la porte de la ville, elle s'est réveillée et a exigé qu'il la pose alors qu'elle luttait pour sortir de ses bras. Saria lui a dit d'être prudente, car bien que ses blessures aient guéri, elle était encore faible. Artoria s'est alors excusée de les avoir entraînés dans son malheur, alors elle leur a montré son statut, et ils ont vu que sa chance était moins 2 millions. Elle expliqua qu'on l'avait connue comme la porteuse de calamité depuis sa naissance, et qu'elle apportait le malheur à tous ceux qui l'entouraient. Seiichi demanda s'il y avait un moyen de briser la malédiction, et elle dit qu'il n'y en avait pas. Quand ils arrivèrent finalement à la guilde, Artoria demanda à Eris ce qui se passait, et elle dit qu'ils rassemblaient des informations pour retrouver leurs amis disparus. Et elle devint tout émue parce qu'Eris l'avait désignée comme une amie. Seiichi a ensuite prononcé un discours très émouvant sur l'importance qu'elle avait pour eux et comment il ne se souciait pas de sa malchance de proximité auto-connectée. Toute cette situation est devenue trop difficile à supporter pour elle et elle s'est enfuie, mais Saria a dit à Seiichi de la suivre et de s'assurer qu'elle allait bien. Pendant ce temps, dans le royaume des démons, Lia a informé son escouade que le dieu dragon noir avait été vaincu. Ils étaient choqués car il était le plus fort de l'armée du seigneur démon, et ils se demandaient qui était assez puissant pour l'avoir vaincu. Seiichi cherchait Artoria avec la pierre guide quand il a rencontré Adriana, la propriétaire du loup qu'il avait promené auparavant. Il lui a demandé si elle avait vu Artoria et elle a répondu non, mais ensuite elle lui a demandé s'il connaissait la disposition d'Artoria et il a dit qu'il le savait, alors elle lui a demandé de se rapprocher d'Artoria. Il lui a assuré qu'Artoria était importante pour lui, donc il ne l'abandonnerait pas. Il a fini par trouver Artoria à l'endroit où ils avaient leur première quête et il lui a demandé ce qu'elle faisait là. Mais au lieu de lui répondre, elle a demandé si elle était vraiment importante pour eux et il a dit oui. Il l'a ensuite serrée dans ses bras et a dit qu'il serait toujours là si elle avait besoin de lui. Mais Artoria était trop stupéfaite pour dire quoi que ce soit, alors elle l'a juste laissé la tenir. Seiichi a bientôt commencé à penser avec ses instincts et tout en souriant bizarrement, il s'est dit qu'elle sentait bon. Artoria a appelé son nom et il a sursauté comme s'il avait été pris en train de voler. Elle a dit qu'elle se sentait gênée partout, mais l'a remercié. Pensant à comment il pouvait aider, il s'est souvenu de la bague qu'il avait trouvée dans le donjon et a pensé qu'elle aurait l'effet opposé sur Artoria puisque sa chance était déjà négative. Il a glissé la bague sur son doigt et quand elle a demandé ce que c'était, il lui a dit que cela augmenterait sa chance. Artoria l'a soudainement poussé et s'est enfui, laissant Seiichi perplexe face à son comportement, ce qui l'a amené à se demander ce qu'il avait fait de mal. Il a vite réalisé qu'il avait semblé lui faire une demande en mariage quand il lui a donné la bague et il est parti après elle pour clarifier la confusion, mais s'est arrêté quand il a réalisé qu'elle allait bien. Seiichi avait l'air déprimé en prenant le petit déjeuner avec Saria et quand elle lui a demandé ce qui n'allait pas, il a révélé qu'Artoria l'évitait. Saria lui a dit de ne pas s'inquiéter car elle était sûre qu'Artoria ne le détestait pas. Quand il a demandé ce qu'elle voulait faire de sa journée, elle a dit qu'elle voulait aider à l'orphelinat. Alors, Seiichi a expliqué qu'il allait se promener en ville et recueillir des informations. Après s'être séparé de Saria, Seiichi s'est rendu à la guilde pour demander à Gusul et Eris s'ils avaient des informations sur des événements majeurs récents, espérant trouver des indices qui le mèneraient à Kanazuki et aux autres. Gusul lui a dit qu'il avait entendu dire qu'un pays voisin avait procédé à une invocation de héros et avait amené des héros d'un autre monde pour combattre le seigneur démon ressuscité. Malheureusement, ils n'en savaient pas plus et lui ont dit d'aller à la bibliothèque royale pour obtenir plus d'informations. Gusul a sorti une carte de son maillot de bain et l'a remise à Seiichi qui semblait mourir de l'odeur. Dans l'Empire Kaiser, le roi et son conseiller à Necrochu Wardface ont parlé des héros qu'ils avaient convoqués. Le roi s'est plaint que Xakia ne leur avait pas permis de participer à de vraies batailles. Alors, Wardface a suggéré de les inscrire à l'Académie de magie de Barbador. Il a dit qu'ils domineraient facilement l'école et seraient en tête des classes, ce qui leur permettrait de montrer leur puissance à d'autres nations. Le roi s'inquiétait que le plan échoue, mais le conseiller a dit que puisque les héros étaient encore des enfants, ils pourraient facilement être manipulés. Le roi a demandé comment ils comptaient y parvenir, et il a expliqué qu'ils allaient leur faire porter des bracelets d'asservissement, ce qui garantirait qu'ils ne désobéiraient pas. Pendant ce temps, Seiichi ne pouvait pas obtenir d'informations utiles à la bibliothèque royale, alors il est parti explorer la ville.
Il est tombé sur une jeune fille avec des oreilles de chien vendant des peintures, et quand il a demandé combien elles coûtaient, elle a été surprise car personne n'avait proposé d'en acheter avant. Avec son achat en main, il a réalisé qu'il avait faim et a suivi l'odeur de nourriture jusqu'à un café caché dans la ruelle. Avant d'entrer, il a prié pour que l'endroit ne soit pas rempli de pervers bizarres comme la guilde. À l'intérieur, il a rencontré seulement 2 personnes, un homme aux cheveux blonds et le barman qui l'a accueilli. Seiichi a dévoré la nourriture qui lui était servie comme un homme affamé et l'homme aux cheveux blonds a ri de son comportement, après quoi il s'est présenté comme Rance. Seiichi s'est présenté et Rance a dit que son nom sonnait oriental. Ne voulant pas révéler qu'il venait d'un autre monde, il a joué le jeu. Rance a ensuite présenté le barman comme Node, le propriétaire du café. Artoria était assise avec Adriana dans son jardin, et pendant qu'elle parlait, Adriana lui a dit d'admettre qu'elle était amoureuse de Seiichi. Et une Artoria émue, les yeux embués de larmes, a dit qu'elle voulait faire savoir à Seiichi ce qu'elle ressentait pour lui. De retour au café, Node a dit à Seiichi que si un homme plaçait une bague sur l'annulaire gauche d'une femme, il promettait son amour éternel pour elle, et a ajouté que s'il essayait de la reprendre, ou même de dire que c'était une erreur, il serait castré. Un Seiichi choqué a imaginé sa saucisse coupée en 2 et a su qu'il ne voulait pas ça. Rance a suggéré qu'il épouse Artoria à la place. Quand il a hésité, Node a pensé qu'il avait déjà quelqu'un d'autre en tête et Rance lui a dit carrément d'être ouvert d'esprit et de commencer son propre harem. Avant qu'il ne parte, Node lui a dit de clarifier ses intentions et de s'excuser s'il le fallait. Après son départ, Node a dit à Rance de faire attention à ne pas se mettre en danger. Seiichi est allé à l'orphelinat pour chercher Seria et a rencontré Artoria, qui était venue le chercher. Il voulait expliquer son intention de lui offrir la bague et s'excuser, mais il était trop lâche pour ouvrir la bouche. Quand il a finalement pris son courage à 2 mains et a essayé de parler, elle l'a arrêté avec un baiser. Elle a dit qu'elle savait qu'il ne lui avait pas donné la bague parce qu'il avait des sentiments pour elle, mais elle s'en fichait parce qu'elle était amoureuse de lui. Seiichi était déchiré entre rester fidèle à sa femme gorille et céder à ses sentiments pour la maladroite Artoria. Et avant qu'il ne puisse répondre, Seria est sortie et lui a dit que cela ne la dérangeait pas de le partager parce qu'il était normal pour les femelles de se regrouper autour des mâles forts. Elle a dit à Seiichi d'accepter Artoria et il n'a pas perdu de temps pour lui déclarer son amour. Ils ont échangé un baiser et Seria les a étreints et a proclamé la naissance de leur harem hybride. Gusul poussa ses hanches vers le visage de Seiichi pendant qu'il mangeait, et Seiichi lui dit qu'il pouvait parler sans mettre ses affaires dans son visage. Il conseilla à Seiichi d'acheter un cheval puisque chaque aventurier de haut rang devait en avoir un, et sortit à nouveau une carte de son maillot de bain. Seiichi finit par aller acheter un cheval seul, car Syria et Arturia avaient d'autres choses à faire. Quand il est arrivé sur place, le vieux bonhomme qui possédait l'endroit a demandé s'il voulait un cheval pour la coupe royale. Il a expliqué que c'était une course autour des murs de la ville et en raison de la nature de la course, les gagnants recevaient des récompenses coûteuses. En montrant à Seiichi la collection de chevaux qu'il avait pour les courses, Seiichi se demanda pourquoi cet homme fou lui montrait des chevaux de course alors qu'il n'avait aucune intention de participer à la coupe royale. Le suivant était une imitation stupide des reines du Père Noël, qui mouraient facilement parce qu'ils oubliaient de respirer. Et le dernier était un âne violent qui détestait tout le monde. Alors que Seiichi la regardait battre le propriétaire, il se demandait ce qu'elle disait et acquit immédiatement une compétence pour comprendre toutes les langues. Seiichi l'a traitée de grande gueule quand il a finalement compris ce qu'elle disait, et elle a remarqué qu'il pouvait la comprendre. Alors, elle lui a dit d'entrer dans son enclos. Dès qu'il est entré, elle a essayé de le frapper, mais il l'a esquivé facilement. Elle a essayé à nouveau, et il lui a tenu les pattes arrière. Elle a finalement abandonné et s'est excusée auprès de lui, mais elle lui a ensuite dit qu'il était celui qu'elle avait attendu pour servir toute sa vie. Elle s'est présentée comme Lulune et Seiichi a dit au propriétaire qu'il l'achèterait. Mais avant qu'il ne parte, elle a donné un coup de pied à l'homme au visage une fois de plus. Lulune était tellement excitée de sortir de l'écurie pour la première fois de sa vie et trouvait tout ce qu'elle voyait fascinant. Seiichi lui a acheté de la nourriture et elle a demandé si elle pouvait en avoir plus après avoir fini. En se promenant sur le marché, Seiichi a vu quelqu'un parler avec la fille aux oreilles de chien à qui il avait acheté un tableau et il est allé voir ce qui se passait. La fille l'a reconnu immédiatement et l'a remercié encore pour avoir acheté une peinture. L'homme qui lui parlait a à peine reconnu Seiichi et lui a dit de participer au concours de peinture Cheristi qui a eu lieu un mois après la course de la Coupe Royale. Mais a dit qu'elle n'était pas assez talentueuse pour participer à un tel concours, mais le jeune homme a dit que puisque Seiichi avait déjà acheté sa peinture, cela signifiait qu'il avait reconnu son talent. Il a ensuite demandé à Seiichi s'il avait acheté un de ses propres tableaux, et il a dit non, ce qui l'a laissé choqué que Seiichi n'avait jamais vu ces tableaux auparavant. Alors, il lui en a montré un. Lulune et Seiichi ont jeté un coup d'œil à la peinture terrible et ont dit qu'elle ressemblait à un triangle. Et pendant qu'il se noyait dans la honte, Seiichi a demandé à Mei qui il était. Le jeune homme s'est présenté comme Kleburger, le fils aîné du duc Burger, puis est retourné à implorer Mei de rejoindre la compétition.
Avant qu'elle ne puisse répondre, Seiichi lui a dit qu'il participait à la Royal Cup et a ajouté que s'il terminait en tête, elle devrait elle aussi essayer de participer au concours de peinture. Elle a révélé que la Royal Cup était dangereuse et a demandé s'il n'avait pas peur, alors il a admis qu'il avait peur, mais a dit que s'il n'essayait pas, il ne surmonterait jamais sa peur. Clay a mentionné que le prix pour la 5e place dans la course était un poisson gigantesque, et dès que la gourmande Lulune a entendu cela, elle est devenue très excitée. Le jour de la Coupe Royale, avant le début de la course, le présentateur a introduit les prix qui étaient à gagner. Le prix pour la 2e place était des photos du capitaine Valkyrie, ce qui a fait crier la foule d'enthousiasme, et le grand prix était un billet pour passer toute la journée avec les Valkyries. Tout cela n'intéressait pas Lulune, car tout ce qu'elle voulait, c'était le prix de la 5e place, qui était le poisson gigantesque. Mais est venu voir Seiichi et lui a demandé de se retirer parce que la course était dangereuse. Mais comme un sage, il lui a fait tout un discours sur le fait que tout le monde avait peur du premier pas et qu'il fallait quelqu'un pour les pousser. Il lui a ensuite dit qu'il allait être celui qui l'aiderait à faire son premier pas. Les règles ont été expliquées et la course a commencé. Tout le monde est parti sur ses chevaux, sauf ceux qui avaient des chevaux cerfs qui sont morts parce qu'ils étaient surpris par le bruit du pistolet de départ. Lulune et Seiichi étaient à la traîne car Lulune avait faim et n'avait pas d'énergie pour courir. Seiichi a vérifié sa dimension de poche et a trouvé le set de culture du fruit de l'évolution que Monsieur Mouton lui avait donné et le lui a donné à manger. Au fur et à mesure que la course progressait, les concurrents ont utilisé toutes les astuces possibles pour s'assurer qu'ils étaient en tête. Un concurrent a soufflé dans un corps qui a convoqué une meute de grands loups et un grand loup de l'enfer qui a bloqué le chemin des autres concurrents. Juste au moment où l'animateur allait annuler la course, Lulune est arrivée à toute vitesse sur la route. Seiichi lui a dit de ralentir, mais elle a dit qu'elle ne pouvait pas contrôler sa vitesse. Elle a sauté par-dessus les autres concurrents et a atterri au milieu des grands loups avec tant de force que son atterrissage les a envoyés voler dans différentes directions. Le loup infernal a essayé de l'attaquer, mais il semblait que le fruit avait doublé sa force et avec un coup de pied, elle l'a assommé. Les autres concurrents avaient peur de les affronter et ont abandonné la course, mais Lulune a couru jusqu'à la ligne d'arrivée et ils ont été déclarés les gagnants. Artoria et Seria se tenaient mis parmi la foule, rayonnant de fierté pour leur homme. La seule personne qui n'était pas heureuse de leur victoire était Lulune car elle avait voulu le poisson et Seiichi a essayé de la réconforter. Elle l'enlaçait quand elle a commencé à briller, et c'est à ce moment-là que Seria et Artoria sont entrées. Elles sont restées bouche bée en regardant Lulune, qui s'était transformée en humaine. Seiichi était un peu excité à cette vue et a eu un saignement de nez dès qu'elle l'a embrassé. Confuse, Lulune a demandé à son maître ce qui se passait, et comme Seiichi essayait de lui expliquer, Artoria est aussi venue vers lui et lui a demandé ce qu'il faisait. Mais avant qu'il ne puisse expliquer le malentendu, elle lui a donné un coup de poing au visage. Quand Seiichi lui a dit que la femme nue était en fait Lulune qui avait changé, parce qu'il lui avait donné le fruit de l'évolution, elle ne l'a pas cru et lui a dit de trouver un meilleur mensonge. Seria lui a dit que c'était la vérité, mais Artoria lui a dit d'arrêter de défendre le salaud menteur et tricheur, alors Seria n'a eu d'autre choix que de se transformer en gorille juste devant elle. Elle n'en croyait pas ses yeux et semblait sur le point de s'évanouir, mais au lieu de cela, elle a dit à Lulune de la suivre. En ville, elle a trouvé un magasin de vêtements et elles ont acheté des vêtements pour elle. Alors qu'ils se tenaient dans le magasin en train de parler, deux Valkyries sont venues emmener Seiichi. Elles ont lié ses mains avec un sort et lui ont demandé de les suivre. Dans le royaume des démons, tous les capitaines des différentes divisions de l'armée du seigneur démon étaient rassemblés dans une salle de conférence. Alors qu'ils parlaient entre eux, Lichelle, la fille du seigneur démon, entra. Après les avoir remerciés d'avoir répondu à son appel, elle expliqua qu'elle les avait convoqués parce qu'elle souhaitait discuter d'une possible alliance avec le royaume de Winburg. Les capitaines furent tous choqués et s'exclamèrent. L'aide du seigneur démon demanda pourquoi elle voudrait faire la paix avec les sales humains qui persécutaient les démons depuis des années. Il lui a rappelé que c'était les humains qui avaient scellé son père, mais Ludia a dit que c'était une raison de plus pour rassembler leur peuple. Elle a dit que le roi du royaume de Winburg essayait déjà de se lier d'amitié avec les démons. Ludia leur a ensuite dit qu'elle avait obtenu des informations selon lesquelles l'humain qui avait vaincu le dieu dragon noir venait du royaume de Winburg. Elle a dit que le dieu dragon noir lui avait dit qu'il avait été vaincu par un humain nommé Seiichi. Il lui a également dit qu'il s'était battu loyalement et qu'il avait perdu contre Seiichi. Chris a dit à Ludia de se souvenir de la prophétie, disant que s'allier avec les humains leur apporterait un grand malheur, et elle a dit que si cela arrivait, elle donnerait sa tête. Il a continué à insister sur le sujet, et un des capitaines lui a dit de fermer sa bouche et de suivre les ordres de son maître comme le chien qu'il était, sinon il s'occuperait d'eux. Certains des autres capitaines étaient d'accord et l'ont également menacé, et comme un lâche, il s'est enfui mais pas avant de leur dire qu'il regretterait de s'allier avec l'humain. Les capitaines ont juré de soutenir Ludia dans ses plans et elle les a remerciés. Seul dans la salle du trône, Chris était inquiet que ses plans soient ruinés mais a dit que personne ne pourrait l'arrêter de toute façon et a ri comme un fou furieux.
Les Valkyries ont emmené Seiichi au château d'Archel, et quand il a demandé pourquoi ils l'avaient amené là, elles lui ont dit qu'en tant que vainqueur de la coupe royale, il avait gagné le droit de passer la journée avec elles. Ils l'ont emmené au terrain d'entraînement, où leur capitaine Louise et d'autres Valkyries s'entraînaient. Seiichi les a regardés et a été impressionné par son talent, mais a aussi été surpris que même avec son sixième sens, il ne pouvait pas suivre ses mouvements. Louise s'est approchée d'eux et s'est présentée à Seiichi avant de lui placer une épée dans la main et de lui demander de faire un combat simulé avec elle. Pendant ce temps, les camarades de classe de Seiichi ont été téléportés à l'académie de magie de la Barbade et Kanazuki a eu une confrontation. Quelqu'un l'a défiée, elle et ses amis, à un combat simulé. Lorsqu'elle a refusé, ils ont essayé de l'intimider, mais elle a giflé l'un d'eux, les faisant reculer tout en lui conseillant de faire attention à elle. De retour au terrain d'entraînement, Louise attaqua Seiichi, mais il esquiva facilement et elle fut surprise qu'il ait pu esquiver l'attaque, mais Seiichi l'assura que cela n'avait pas été aussi facile qu'elle le pensait. Elle lui dit qu'elle utiliserait toute sa force pour sa prochaine attaque et déchaîna une série d'attaques sur lui, mais il réussit à toutes les esquiver. Alors qu'elle s'apprêtait à porter son coup final, Seiichi avait acquis des compétences supplémentaires. Il a facilement esquivé l'attaque et a fait voler son épée de ses mains, choquant les Valkyries présentes car elles ne pouvaient pas croire qu'il avait tenu tête à leur capitaine et gagné. Seiichi lui-même ne pouvait pas croire ce qui s'était passé, car son corps avait bougé tout seul. Louise a demandé si elle pouvait l'appeler maître, et lui a demandé de prendre soin d'elle. Une autre Valkyrie a demandé à Seiichi de venir avec elle, car elle avait quelque chose à lui dire. Dans une autre partie du château, le roi se préparait pour un bain, mais il n'était pas au courant de l'assassin qui l'observait à travers un trou dans le plafond. La Valkyrie que Seiichi avait suivie en dehors de la salle d'entraînement lui a dit que Louise était née sans magie ni compétence, mais Seiichi pensait qu'elle mentait carrément parce qu'il venait de se battre avec elle. Elle a dit que Louise était capable de recréer n'importe quel art de l'épée qu'elle voyait, et Seiichi pensait que c'était un talent impressionnant. Elle a dit que la seule personne qui pouvait l'égaler était le paladin noir, et avant qu'elle ne puisse en dire plus, Louise est entrée et s'est excusée auprès de Seiichi de l'avoir appelé maître sans sa permission et l'a remercié de l'avoir sauvée. Voyant qu'elle était confuse, elle a expliqué que, à cause de son talent, les gens avaient peur de devenir amis avec elle, et donc elle était toute seule et n'avait personne à appeler amie. Seiichi pouvait la comprendre car lui aussi avait autrefois mené une vie triste, misérable et solitaire, alors il accepta de devenir son maître. Elle le remercia et il dit qu'il n'était pas sûr de pouvoir bien lui enseigner, mais elle lui a dit de ne pas s'inquiéter car elle allait simplement copier tout ce qu'il faisait. Tout comme Louise a dit qu'il devrait aller s'entraîner, ils ont entendu un cri perçant et ont couru pour enquêter. Ils ont vu une femme de chambre qui leur a dit que quelqu'un avait attaqué le roi et Louise a demandé à Seiichi de rentrer chez lui. Mais il a dit qu'il voulait aider mais ils ont refusé. Au lieu de faire ce qu'on lui avait dit, l'âne têtu a utilisé la compétence World Vision pour localiser le coupable et a découvert que l'assassin n'était qu'un enfant. Toujours sur les traces de l'assassin, il a vérifié ses statistiques et a appris que son nom était Olga Kalmeria et qu'elle n'avait que 8 ans. Il a également appris qu'elle était asservie. L'assassin a sauté du toit et Seiichi l'a confronté. Elle a essayé de le tuer, mais il a facilement attrapé les couteaux qu'elle a lancés et a acquis une compétence de défense réflexe, ce qui a fait réagir son corps immédiatement. Avant qu'il ne puisse réagir, les réflexes ont pris le dessus et il a lancé les couteaux vers elle, mais elle n'a pas pu les esquiver et ils l'ont cloué au mur avec sa robe. Elle s'est libérée et a essayé de l'attaquer à nouveau, mais il a facilement esquivé. Seiichi se demandait pourquoi un si petit enfant serait un assassin et a essayé de l'interroger, mais elle ne lui en a pas donné l'occasion. Il a fini par l'assommer, juste quand Louise et les Valkyries sont arrivées, et quand elles ont vu l'enfant, elles ont demandé à Seiichi qui elle était. Alors, il leur a dit qu'elle était celle qui avait attaqué le roi, ce qui était choquant. Louise lui a dit de remettre la fille à Lorna et lui a demandé de l'interroger. Seiichi ne semblait pas convaincu que Lorna puisse vraiment faire le travail parce qu'elle avait l'air peu sérieuse, mais Louise l'a assuré qu'elle était la meilleure, disant qu'elle avait appris toutes ses compétences d'interrogatoire d'Eris. En entendant cela, Seiichi était sûr qu'elle avait tout appris, mais comment interroger réellement un prisonnier d'Eris? Seiichi a demandé comment allait le roi et Louise lui a dit qu'il ne se réveillerait pas car le couteau qu'Olga avait utilisé était maudit et la malédiction qui y était enchâssée était sommeil éternel. Elle a dit que quiconque était maudit avec le sommeil éternel ne se réveillerait jamais, et Seiichi se demanda s'il pouvait faire quelque chose pour aider. Il leur a ensuite demandé de l'emmener au roi. Dans la chambre du roi, Seiichi a été surpris de voir que le roi était Rance, l'homme qu'il avait rencontré au café. Louise a présenté Seiichi au chef de la division magique du royaume, qui se trouvait être son frère Florio. Il leur a dit qu'il avait utilisé la magie de guérison sur la blessure, mais qu'il n'avait pas pu enlever la malédiction. Et les Valkyries sont devenues inquiètes parce qu'elles pensaient ne pas pouvoir sauver le roi. Ils ont supplié Seiichi de les aider à sauver le roi, et comme il avait une compétence de création magique, il a essayé de créer un sort qui guérirait le roi. Lorsqu'il essayait d'imaginer ce qu'il voulait pour le sort,
Seiichi ne cessait de visualiser les choses les plus stupides. Et quand le crétin a essayé à nouveau, tout ce qu'il pouvait faire était de dire « améliore-toi ». Il répétait sans cesse ces mots et les a accidentellement dit à voix haute. C'est à ce moment-là que tout le monde s'est rendu compte qu'ils avaient confié la vie du roi au plus grand imbécile qu'ils aient jamais vu. Heureusement pour lui, sa compétence s'est activée et a créé une magie inversée appelée améliore-toi. Le dollar ne savait même pas ce que cela signifiait et a été surpris que cela ait fonctionné. Le roi se réveilla et fut surpris de voir Seiichi là, mais Florio lui dit que Seiichi l'avait sauvé en levant la malédiction qui avait été jetée sur lui. Le roi le remercia et promit de lui donner une récompense, mais il refusa, ce qui poussa Louise à lui demander d'arrêter de jouer les bons garçons et de cesser de prétendre être modeste pour demander quelque chose qu'il voulait. Dans l'Empire Kaiser, Zakia alla voir le roi et lui demanda où était son héros. Le roi a dit qu'il avait envoyé ses nouveaux esclaves à l'Académie de magie barbiture pour intimider les autres nations. À l'Académie, Kanazaki et ses amis discutaient de la manière dont les héros étaient les personnes les plus détestées de l'Académie, lorsque les 3 salauds qui les avaient défiés auparavant les ont interrompus. Elle leur a dit de partir, mais ils ont refusé et menacé de faire une scène si elle ne leur disait pas de quoi ils parlaient. Après qu'elle leur ait dit, ils ont ri et lui ont rappelé que Helio, le vieux bonhomme avec les verrues, leur avait dit de montrer leur pouvoir en tant que héros. Et comme ils avaient pu maîtriser la magie facilement, ils avaient simplement exercé leurs droits en tant que meilleurs en mettant les autres à leur place. Cependant, Kanazaki a affirmé qu'ils étaient allés trop loin, mais ils lui ont dit de descendre de ses grands chevaux et d'arrêter d'agir en juste. Ne voulant pas causer plus de problèmes, elle et ses amis sont partis. Louise demande à Lorna comment se passe l'interrogatoire pendant qu'elle prenne un bain, mais Lorna admet qu'elle n'a rien pu obtenir d'Olga car elle était très secrète. Elles parlent ensuite de la façon dont Seiichi avait été cool et viril lorsqu'il a demandé au roi de lui permettre d'apprendre la magie et l'escrime avec les Valkyries comme récompense. Pendant ce temps, à l'extérieur du château, dans la maison de bain où Saria, Artoria et Lulune prenaient un bain, Artoria a demandé si elle n'était pas inquiète pour Seiichi, qui n'était pas encore revenu, et a dit qu'il y avait une possibilité que le séducteur revienne avec une autre femme à son bras. Saria a dit qu'elle n'était pas inquiète car il pouvait surmonter n'importe quoi, tandis qu'Artoria a avoué qu'elle était jalouse et a même imaginé Seiichi en train d'embrasser les Valkyries avant que Duskull ne trouve un moyen d'arriver là-bas et de prendre Seiichi dans ses bras. Pendant ce temps, dans la salle de bain du château, le roi Rance a dit à Seiichi que son rêve était de construire des bains publics dans le monde entier, car apparemment tout le monde est égal lorsqu'ils sont nus et dans un bain. Dans l'Empire Kaiser, Zakia a demandé au roi pourquoi il avait envoyé les héros à l'académie en disant que quelque chose de mauvais pourrait leur arriver. Mais le roi a répondu qu'il ne se souciait pas si quelque chose arrivait à des agneaux sacrificiels destinés à le servir. Zakia n'en revenait pas qu'il puisse être si cruel et demanda ce qu'il ferait si les héros devenaient trop puissants et se retournaient contre eux. Le conseiller du roi a dit que cela n'arriverait jamais parce qu'il avait personnellement placé des bracelets d'asservissement sur eux, et s'ils essayaient de les enlever, ils mourraient. Avant que Zakia ne puisse en dire plus, une flèche a volé à travers une fenêtre et il l'a rapidement arrêtée avant qu'elle ne puisse atteindre le roi. Il a dit au conseiller de s'occuper du roi pendant qu'il partait à la poursuite de l'assaillant. Profitant de l'occasion qu'ils étaient seuls, Helio, le conseiller du roi, lui a dit qu'il avait entendu dire que les démons et le roi de Winburg formaient une alliance. Il a dit au roi que c'était une insulte pour lui car il se préparait à aller en guerre contre les démons. Le roi a juste ri et lui a dit qu'il avait déjà envoyé l'assassin du crépuscule pour s'occuper du roi de Winburg. Florio a réveillé Seiichi et quand il a vu Seria, Artoria et Lulune, il a demandé ce qu'il faisait là, alors Florio lui a dit qu'ils avaient demandé à le voir. Artoria leur a alors dit que Seria était très inquiète pour lui et qu'elle était jalouse car elle pensait qu'il pourrait développer un complot avec les Valkyries, mais Seria l'a confronté à ce sujet. Juste à ce moment-là, Louise est entrée et a appelé Seiichi maître, tandis que Seria et Lulune l'a complimenté. Artoria jalouse était prête à le battre jusqu'à la pulpe. Craignant pour sa sécurité, il expliqua immédiatement qu'elle était la capitaine des Valkyries. Seria se présenta alors comme l'épouse de Seiichi et Florio le félicita d'avoir décroché une telle beauté. Mais avant que Seiichi ne puisse répondre, Artoria se présenta comme sa petite amie et Lulune se présenta comme sa fidèle servante. Florio, surpris, l'a traité d'homme sauvage, tandis que Louise a affirmé qu'elle était fière de l'avoir comme maître. Pendant ce temps, dans la salle d'interrogatoire, Lorna avait attaché Olga et se préparait à commencer son interrogatoire. Lorna a commencé son interrogatoire, et tandis que Seiichi regardait depuis une autre pièce, il se demandait si elle pensait être dans un drame policier. Lorna a essayé de faire parler Olga en la taquinant avec l'odeur de la nourriture pendant qu'elle mangeait, et parce que Seiichi ne pouvait pas supporter de regarder cette mauvaise imitation d'un mauvais film policier, il a fait irruption dans la pièce.
Louise a suivi le mouvement et a détaché Olga. Seiichi lui a ensuite dit de manger autant qu'elle le voulait. Quand elle a fini le repas, Louise a dit à Seiichi que le collier qu'elle portait était un collier d'asservissement qui obligeait celui qui le portait à obéir aux ordres de la personne qui l'avait mis sur lui. Seiichi a réalisé que le collier était la raison pour laquelle Olga avait attaqué le roi et Lorna. Seiichi a alors demandé pourquoi il ne pouvait pas simplement enlever le collier, mais Olga a dit que ce n'était pas possible, et pour prouver son point de vue, elle a tiré dessus et a été immédiatement électrocutée. Seiichi était furieux et se demandait qui ferait une chose aussi cruelle. Le roi de l'Empire Kaiser venait d'apprendre qu'Olga avait échoué et était en colère, mais Helio lui a dit de ne pas s'inquiéter car elle avait toujours son collier. Le roi a demandé s'il allait la pousser au suicide, et il a répondu oui, ce qui a incité le roi à approuver immédiatement. Pendant ce temps, quelque part dans la forêt, Zakia s'entraînait et se demandait s'il faisait la bonne chose en brandissant son épée pour l'Empire. Il se souvenait de sa rencontre avec l'assaillant qui avait tenté de tuer le roi. L'homme avait dit qu'il l'avait fait pour se venger de la fille démon qui avait été tuée parce que le roi avait donné l'ordre. Zakia lui avait dit que ce n'était pas suffisant pour menacer l'Empire en attaquant le roi. Mais l'homme lui avait répondu qu'il n'était rien d'autre qu'une marionnette sans esprit qui faisait toujours ce qu'on lui disait. Ils se sont battus et l'homme a utilisé son habileté pour faire pleuvoir des flèches sur Zakia, mais il a réussi à toutes les dévier. L'homme a dit qu'il n'attendait rien de plus de la lame du roi et lui a dit qu'il le rencontrerait à nouveau quand il ne serait plus une marionnette. De retour au royaume de l'oiseau du vent, on avait dit à Seiichi que personne d'autre que la personne qui avait mis le collier sur Olga ne pouvait l'enlever et qu'il n'existait aucun sort magique pouvant résoudre la situation. Il a ensuite décidé de créer un sort qui lui permettrait de l'enlever, mais il n'arrivait pas à bien le visualiser. En regardant son expression de douleur, il a promis de la libérer, et c'est alors qu'il a eu une image de la liberté dans son esprit, et sa version de la liberté s'est avérée être Abraham Lincoln. Voilà, cela devrait être le visuel parfait. Il l'a projeté sans le vouloir et il est apparu dans la pièce en chantant le mot libre. C'est ainsi que le nouveau sortilège de libération, appelé Président Linké, a été créé et le collier sur Olga s'est brisé. Quand Seiichi lui a dit qu'elle était maintenant libre, elle a fondu en larmes et le naïf Seiichi n'avait aucune idée de ce qui n'allait pas, mais Seria est allée vers elle et l'a prise dans ses bras, tandis qu'Artoria ne pouvait pas croire que quelqu'un ait pu faire quelque chose d'aussi cruel à une petite fille. Malgré ce qui se passait, Lulune était occupée à manger les restes et à perturber le moment très émotionnel, car la seule chose qui comptait était la nourriture. Olga leur a dit que dans l'Empire Kaiser, le peuple des bêtes était persécuté. Elle a expliqué qu'ils avaient emmené tous les adultes dans un camp de concentration et entraîné les enfants à devenir des assassins. Elle avait passé sa vie à servir comme tueuse pour l'Empire du Kaiser et a admis qu'elle avait tué beaucoup de gens depuis que le collier avait été placé sur elle. Elle a affirmé qu'elle n'était précieuse que comme tueuse, rien de plus, mais Seiichi lui a pris la main et lui a dit qu'elle pouvait recommencer. Il lui a dit que l'Empire Kaiser était le mauvais pour avoir traité les hommes bêtes différemment. Il lui a demandé de le voir comme un grand frère et Seira a demandé si Oluga pouvait rester avec eux. Mais Oluga a dit qu'elle ne pouvait pas parce que l'Empire Kaiser les poursuivrait puisqu'elle était maintenant une traîtresse. Il a promis de la protéger en disant que même s'il avait l'air d'un faible, il était en réalité fort. Il a demandé à Louise si c'était d'accord de prendre Oluga et elle a dit qu'elle avait déjà prévu de lui demander de s'occuper d'elle. Helio a parlé à Kryse à travers un orbe et lui a demandé ce que faisait l'armée du Seigneur Démon. Kryse lui a dit que bien qu'ils aient dû apporter des changements à leur plan à cause du souhait de Lucia de s'allier au royaume de Winburg, le plan avançait bien. En entendant cela, il était content que leur plan fonctionne et a promis de faire sa part aussi. Seiichi apprenait à contrôler sa magie de l'eau sous la direction de Floria, et lorsqu'il se plaignait du stress que cela représentait, Floria disait qu'il faisait bien par rapport à la première fois où il les avait presque noyés. Pendant qu'il regardait Seira et Artoria faire leur propre truc, Louise est venue vers eux. Elle lui a demandé de protéger le roi pendant son absence, et quand il a demandé où elle allait, elle lui a dit qu'ils avaient reçu un rapport du Paladin Noir indiquant que des monstres devenaient plus actifs le long de la frontière. Elle et les Valkyries allaient donc l'aider à gérer la situation. Il a accepté sa demande et elle l'a remercié. Quand les Valkyries étaient prêtes à partir, Seiichi et les autres sont venus les voir en promettant de gérer les choses pendant leur absence. Dans le château, alors que Seiichi se lamentait sur le fait qu'il devenait trop puissant et monstrueux, il entendit la voix de Gustel. Il remarqua aussi Eris, et lorsque Seiichi demanda ce qu'ils faisaient là, il expliqua qu'ils avaient escorté quelqu'un pour voir le roi. Alors que le pauvre Frodo du budget Walmart s'approchait d'eux, Floria le reconnut comme le saint mage Barnabas, et quand Seiichi demanda qui il était, Floria fut consternée par son niveau d'ignorance et dit qu'il était le seul mage à avoir maîtrisé toutes sortes de magie. Il a ensuite continué à s'enthousiasmer comme un vrai otaku sur son idole et a perdu son sang-froid lorsque Barnabas a dit qu'il savait qui il était. Pendant qu'il parlait, Seiichi se demandait pourquoi une personne aussi formidable était venue voir le roi.
Dans la salle du trône, le roi Rance a accueilli Gustul et Eris, qui n'avaient pas abandonné leur comportement étrange à la guilde. Quand il a vu Barnabas, il a été surpris et a demandé pourquoi il ne l'avait pas informé de sa visite prévue. Seiichi a demandé quelle était leur relation et Floria lui a dit que Barnabas avait été le professeur du roi. Rance a demandé pourquoi Barnabas était venu et il a révélé que c'était à cause de l'académie de magie. Il a dit que depuis que les héros d'Isekai ont rejoint l'académie, ils n'ont apporté que des problèmes. Avant que Seiichi puisse confirmer s'il s'agissait de ses amis, un chevalier est venu les informer qu'une horde de monstres était apparue dans la forêt et envahissait la capitale. Il a rapporté qu'il y avait environ 5000 d'entre eux, tous de niveau patron. Rance était inquiet et Barnabas lui a dit qu'il n'avait rien à craindre puisqu'ils avaient les puissantes Valkyries, mais Rance lui a dit qu'elles étaient parties défendre la frontière. À la frontière, Louise a été surprise par le nombre de monstres rassemblés et le paladin noir lui a dit qu'il en avait détruit un grand nombre avant leur arrivée, mais qu'il continuait à venir. Louise a suggéré qu'ils utilisent une attaque totale pour qu'ils ne puissent pas s'en remettre. Elle a ensuite conduit ses Valkyries au combat. Alors que la bataille faisait rage, elle a été informée que des monstres avaient envahi la capitale. Depuis le royaume des démons, l'étrange Elio a gloussé en regardant le chaos se dérouler dans le royaume humain. En regardant les monstres approcher, Artoria a admis que durant toutes ces années en tant qu'aventurière, elle n'avait jamais vu autant de monstres en même temps. Cependant, Serra était excitée à l'idée de se battre à nouveau et Lulune a dit qu'elle avait peur parce que si elle ne pouvait pas défendre la ville, elle ne pourrait plus manger tous les plats qu'elle aimait. Siessi n'en revenait pas que le stupide Anne pense à la nourriture à un moment aussi crucial. Mais elle a ri comme une folle et a dit qu'elle se battrait pour la bonne chair. Olga a tiré sur la robe de Siessi et a proposé de les aider parce qu'elle voulait vivre heureuse avec eux en ville. Mais Siessi lui a demandé de ne pas se surmener et elle lui a fait promettre de lui caresser la tête si elle faisait bien. À part eux, tous les autres bizarres de la guilde étaient présents et chacun d'eux rappelait à Siessi pourquoi il les avait considérés comme fous au départ. Tout le monde était excité, ils ont chargé les monstres, et avant que Siessi puisse les rejoindre, Barnabas lui a dit de rester en arrière et de regarder. Guzul a utilisé la puissance de ses muscles pour abattre les monstres tandis qu'Eris a réussi à en attacher certains et à les fouetter. Le bébé homme a laissé tomber des biberons qui ont explosé et pendant que l'exhibitionniste utilisait la puissance aveuglante de ses parties intimes sur les monstres, Claude était la seule personne normale parmi eux. Même les Mohawks utilisaient une technique bizarre qu'ils prétendaient avoir été transmise dans leur clan. À ce moment-là, Siessi a dû admettre qu'ils avaient l'air cool. Il a regardé le propriétaire du café vaincre facilement une bête royale, et le roi Rance a révélé qu'il ne s'attendait pas à moins de la part d'un ancien assassin. Seria a pu abattre les monstres en utilisant son bras de gorille, et Arturia a utilisé un sort de congélation avant de tuer son adversaire. Lulune a utilisé ses puissants coups de pied, qu'elle a nommés Lulunillion Shot, et la petite Olga a tranché les monstres facilement. Enfin, Barnabas a utilisé un sort appelé Pluie de Chaos qui a fait pleuvoir du feu sur les monstres. Malgré cela, les monstres continuaient à arriver, alors il a utilisé Tornade de Chaos pour les balayer, mais a réussi à l'empêcher de toucher ses alliés. Juste au moment où Siessi devenait optimiste quant à la bataille, un autre rapport est venu les informer d'une autre horde de monstres. Cette fois, tous de grade de grand chef, ce qui était beaucoup plus grand que le précédent. Alors qu'il regardait les monstres approcher, Barnabas affirma que le trésor était rempli de monstres de rang S. Et à ce moment-là, les membres de la guilde et les chevaliers luttaient contre eux et étaient repoussés. Siessi se demanda s'il pouvait créer un sort à grande portée pour vaincre les monstres, mais le problème était que cela pourrait aussi éliminer ses amis et alliés avec les monstres. Après avoir réfléchi à l'idée, il est finalement arrivé à une conclusion et a dit à Barnabas qu'il connaissait le sort ultime pour mettre fin à tout. Il a imaginé un sort qui attaquait d'en haut et agissait comme le jugement de Dieu. Dans son esprit, il voyait Dame Justice et appela le sort Jugement avant de l'activer, mais quand rien ne se passa, il tomba à genoux de honte. Juste à ce moment-là, Dame Justice leva son épée et rendit son jugement, provoquant la foudre à frapper les monstres un par un, les annihilant complètement. Quand la lumière frappa Gustul et Eris, les bizarres embrassèrent la douleur, demandant même plus. Siessi a vérifié les statistiques du sort et a découvert qu'il frappait ceux qu'il jugeait nuisibles, et apparemment ces deux-là étaient un fléau pour l'humanité. Après avoir éliminé les monstres, ils ont célébré leur victoire. Elio, qui avait tout observé depuis le royaume démoniaque, se plaignait lorsque Dame Justice l'a frappé aussi avec jugement, le laissant ressembler à un steak cuit rare. Comme Siessi avait vaincu tous les monstres, il a reçu de nouvelles compétences et objets des restes, mais s'est plaint parce qu'il n'avait pas besoin de compétences supplémentaires de triche. Rance et Barnabas l'ont félicité et lui ont demandé de continuer à utiliser ses pouvoirs pour défendre leur royaume avant de partir vérifier les dégâts qui avaient été causés. Les filles sont venues le rencontrer dès que Rance est parti et Arturia a demandé quelle magie il venait d'utiliser, disant que son statut était un mensonge et qu'il avait fait semblant d'être faible pendant tout ce temps.
Olga a attiré l'attention de Siesi et lui a rappelé sa promesse de lui caresser la tête si elle réussissait bien, et pendant qu'il le faisait, Barnabas a essayé de paraître mignon et lui a demandé de lui caresser la tête aussi. Dégoûté, Siesi a immédiatement refusé. Se ressaisissant, Barnabas a demandé à Siesi s'il viendrait à son académie pour devenir professeur. Siesi a demandé pourquoi il le voulait et il a répondu qu'il était impressionné par le sort qu'il avait utilisé pour éliminer les monstres. Il a ensuite dit qu'il savait que c'était un sort de sa propre création et qu'il voulait apprendre de lui. Même si Siesi n'arrêtait pas de refuser, le vieil homme têtu était déterminé et a insisté pour qu'il vienne à l'académie. Seiichi lui a dit qu'il avait promis à Louise de protéger le roi et le royaume pendant son absence, et qu'il ne pouvait pas non plus supporter d'être loin de ses femmes. Barnabas a ensuite expliqué que la Syrie pouvait s'inscrire en tant qu'étudiante, tandis qu'Artoria pouvait venir en tant qu'enseignante, et même Lulune pouvait soit devenir étudiante, soit instructrice d'arts martiaux. Pourtant, Seiichi a refusé, mais les filles ont dit qu'elles n'avaient aucun problème tant qu'elles étaient toutes ensemble. Il a donc accepté d'aller avec Barnabas une fois que Louise serait revenue. Comme ils avaient encore du temps avant le retour de Louise, Seiichi a décidé d'emmener chaque fille en rendez-vous. La première était Lulune, leur rendez-vous était dans un restaurant, et l'âne gourmand a englouti toute la nourriture qu'il pouvait manger. Il a d'abord emmené Artoria, puis il est allé faire des courses avant d'aller au théâtre. Son dernier rendez-vous était avec Syria, mais elle a demandé si elle pouvait amener Olga avec eux parce qu'elle se sentait mal de la laisser seule. Tous les trois sont sortis et tandis qu'ils regardaient Olga jouer avec d'autres enfants, Seiichi a remercié Syria d'aimer un bon à rien comme lui. Et après lui avoir avoué son amour, il a essayé de l'embrasser mais les enfants ont remarqué que Syria pleurait et ont traité Seiichi de méchant. Il a essayé de s'expliquer mais ils ont perdu intérêt dans ce qu'il disait et lui ont demandé de jouer avec eux. En jouant, ils ont remarqué quelque chose flottant dans le ciel et dessus, il y avait différentes images et l'une d'elles était Mei. À la place de la ville, le concours de peinture de Cherasti était en cours. Seiichi et les filles sont allés regarder avec beaucoup d'enthousiasme. L'animateur a rapidement présenté les participants et leurs peintures. Et le premier était Clé, et quand il a dévoilé sa peinture, la foule n'était pas impressionnée. Syria a dit que c'était un joli soleil et Lulune a dit que ça ressemblait à une pomme, tandis que Seiichi se demandait pourquoi elle pensait seulement à la nourriture. Ils ont été surpris quand Clé a dit que la peinture représentait les flammes d'une allumette. La dernière concurrente était Mei, et elle était très nerveuse lorsqu'elle a dévoilé sa peinture. Seiichi a été choqué de voir qu'elle l'avait peint comme un chevalier galant assis sur un cheval, mais dans son cas, c'était un âne. Elle a expliqué que c'était une peinture de l'homme qui lui a donné le courage de participer au concours tout en révélant que le titre de la peinture était Eros, car il était en effet son héros. Seiichi a félicité Mei pour avoir remporté la compétition et elle lui a dit que le grand-père de Clé lui avait offert l'opportunité d'aller étudier à Amiria, la ville de l'art. Elle a demandé s'il lui permettait de le peindre comme son premier portrait après avoir obtenu son diplôme de l'école d'art et il a dit oui. Elle lui a ensuite dit au revoir et est partie avec Clé. Entre-temps, les Valkyries sont finalement revenues en ville, et Seiichi les a rencontrées à la porte où il les a accueillis. Louise lui a dit qu'elle avait entendu dire qu'il partirait avec Barnabas et voulait l'accompagner, mais il lui a dit qu'il comprenait qu'elle devait protéger son royaume et lui a demandé de leur rendre visite de temps en temps. De retour dans le royaume des démons, Chris était allongé sur le sol, l'air déprimé, lorsqu'il a reçu un appel des apôtres du Seigneur des démons. Et tandis qu'il parlait, le Seigneur des démons a exigé de savoir pourquoi il tardait à le ramener. Se recroquevillant comme le lâche qu'il était, Chris lui a informé que les apôtres étaient dispersés à travers le monde en essayant de rassembler le désespoir nécessaire pour le soutenir. Le Seigneur démon a affirmé que cela ne suffisait pas et a exigé qu'il lui offre plus de désespoir, de mort et de malheur pour qu'il puisse provoquer son retour. Une apôtre féminine a suggéré qu'il cible l'académie de magie de Barbador car elle était remplie d'enfants de la royauté et de talents du monde entier. Elle a dit que prendre la vie des enfants était sûr d'apporter un grand désespoir et chaos, et Elio était d'accord. À l'académie, Kanazuki se souvenait de sa conversation avec une autre étudiante qui avait demandé à propos de Seiichi. Elle a dit qu'il l'avait sauvé une fois et elle voulait lui rendre l'appareil. Le jour où Seiichi et les filles ont quitté la ville pour l'académie, leurs amis de la guilde, ainsi que le roi Rance et la Valkyrie, sont tous venus leur dire au revoir. Ils l'ont remercié pour tout ce qu'il a fait pour eux et lui ont dit qu'ils attendraient de son retour. En route vers l'académie, Barnabas a demandé à Seiichi si la ville lui manquait et il a répondu qu'il aimait l'endroit et ses habitants et qu'il reviendrait sûrement un jour. Barnabas lui a dit qu'ils étaient presque à l'académie et qu'il comptait sur Seiichi. Et avant qu'il ne puisse répondre, quelque chose est tombé sur le toit de la calèche. Seiichi regarda dehors et vit un gars habillé comme un super-héros. Quand il lui a demandé qui il était, il s'est présenté comme le héros de la justice, gargant des victoires assurées, et lui a demandé de s'en souvenir. Cependant, Seiichi l'a simplement traité de nouveau type bizarre. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de laisser un like et de t'abonner pour ne rater aucune vidéo sympa. À la prochaine!